Un milliardaire parisien demanda à la fille de sa domestique de jouer aux échecs pour plaisanter sans savoir qu'elle était une prodige. « Vous, l'américaine, approchez. » La voix de Jacques Delacroix, basse et tranchante, comme une lame, coupa net le bourdonnement des verres de cristal et des conversations feutrées. Susan Miller se figea, le plateau d'argent tremblant dans ses mains. Elle n'était que la femme de ménage, un élément de décor dans l'empire du milliardaire. Mais ce soir, elle était soudain projetée sous les projecteurs, pour une seule raison, son amusement. « Oui, vous jouerez avec moi, » dit Delacroix, en désignant l'échiquier d'onyx qui brillait au centre du salon comme une scène attendant sa victime. « Ce sera instructif. » Les invités élégants se penchèrent en avant, des sourires narquois, aux lèvres prêts à savourer l'humiliation de la domestique. Je veux voir comment un esprit américain, simple et naïf, s'attaque au jeu des rois. Mais alors, une petite voix s'éleva de l'ombre. « Ma maman est fatiguée, monsieur, mais je jouerai à sa place. » Le salon devint silencieux. Une fillette de 10 ans venait de défier l'un des hommes les plus puissants de France. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle, de pouvoir se transforma en une bataille que le monde n'oublierait jamais. Voici l'histoire de la fille d'une domestique qui mit un milliardaire à genoux. Avant de plonger dans le récit, dites-nous en commentaire d'où vous nous lisez. Nous aimons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo de demain. Revenons-y. Profitez de l'histoire. La promesse d'une petite fille allait bientôt briser l'univers d'un milliardaire. Sa mère n'était qu'une domestique invisible aux yeux de l'homme qui possédait tout. Mais il allait découvrir la seule chose qu'il ne pourrait jamais acheter le génie de sa fille, la musique. Un murmure discret se mêlait au tintement des verres de cristal et au bourdonnement feutré des conversations mondaines. Depuis son canapé en cuir blanc, dont le prix dépassait celui d'une voiture familiale, Jacques Delacroix observait son domaine. Son hôtel particulier du 7e arrondissement, avec ses plafonds peints, ses boiseries dorées et ses immenses baies donnant sur les toits de Paris, était la couronne de son empire. Tout ici du marbre français, au sol jusqu'aux chefs-d'œuvre, abstraits accrochés au mur, témoignaient de sa puissance. Il avait bâti sa fortune dans la finance et le luxe, et à 55 ans, il était un homme qui possédait tout, mais ne ressentait plus rien. L'ennui était devenu son ennemi le plus tenace, une douleur sourde que nulle opulence ne pouvait apaiser. Ses invités formaient l'habituelle assemblée de solliciteurs, des hommes d'affaires européens, aux sourires crispés des élus locaux prompts à flatter, et des femmes couvertes de bijoux riant un peu trop fort à ses plaisanteries. Pour lui, ils n'étaient que des pions sur un échiquier prévisibles et faciles à déplacer. Leur compagnie l'ennuyait, et son regard glissa au-delà à la recherche d'une distraction. Et c'est alors qu'il la vit, Susan Miller, une Américaine veuve dans la trentaine avancée, qui nettoyait sa demeure depuis 1 an. Elle circulait discrètement le long des murs, ramassant les verres vides, avec une efficacité silencieuse qui la rendait presque invisible. Elle portait un plateau d'argent, le visage soigneusement neutre. Pour Delacroix, elle n'était qu'un élément du décor, comme les orchidées disposées dans les coins ou le souffle discret de la climatisation. Il savait qu'elle avait une fille. Il l'avait parfois aperçue dans l'office, une petite blonde toujours plongée dans un livre, mais il n'avait jamais jugé utile de retenir leur nom. Pourquoi l'aurait-il fait? Une graine cruelle germa dans son esprit, un divertissement parfait contre son ennui, un spectacle humiliant qu'elle ne pourrait refuser, une démonstration de son pouvoir que tous comprendraient. Il éleva la voix à un baryton riche qui domina sans effort le murmure du salon. « Vous, l'américaine, venez ici. » Toutes les conversations cessèrent.
Tous les regards se tournèrent vers elle. Suzanne se figea sa main, suspendue au-dessus d'une flûte de champagne, à moitié vide. L'espace d'un instant, elle crut qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre, mais tous les yeux étaient fixés sur elle, la clouant sur place. Lentement, elle se redressa et fit face à l'homme, tenant le plateau comme un bouclier. « Oui, monsieur Delacroix », demanda-t-elle à peine audible. Il esquissa un sourire lent, prédateur, qui n'atteignit pas ses yeux sombres. D'un geste, il désigna l'espace vide sur le tapis perçant devant lui. « Posez votre plateau. Vous avez terminé vos tâches pour l'instant. » Le cœur de Suzanne s'emballa, cognant contre sa poitrine. Elle obéit, posant le plateau sur une table proche, ses mains légèrement tremblantes. Le silence était lourd, suffocant. Elle sentait les regards des invités fortunés se poser sur elle, mélange de curiosité et de pitié. Un mélange de curiosité et de pitié flottait dans l'air. « J'ai entendu dire, » commença Jacques Delacroix, d'une voix dégoulinante de condescendance, « que les Américains croient pouvoir tout faire, que vous êtes tous ambitieux et intelligents. Est-ce vrai ?» Suzanne déglutit avec difficulté. Elle ne savait pas quoi répondre. « Je suppose que nous faisons de notre mieux, monsieur. »« Votre mieux », répéta-t-il en savourant les mots. Il désigna une petite table ouvragée au centre du salon. Dessus reposait un échiquier somptueux. Le plateau était taillé dans l'onyx poli, et l'albâtre les pièces sculptées à la main dans l'ivoire, et l'obsidienne, chacune une miniature d'art. Connaissez-vous ce jeu, Susan? Son esprit se vida. Les échecs. Elle y avait joué quelquefois enfant avec son père, mais elle se souvenait à peine des règles. Un peu, monsieur? Pas très bien, pas très bien, répéta Delacroix en ricanant. Un rire gras monta dans sa poitrine, et les invités l'accompagnèrent d'un éclat poli, presque forcé. Parfait, j'ai envie d'une partie. Je veux voir comment l'esprit américain si simple aborde le jeu des rois. L'humiliation submergea Suzanne comme une vague brûlante. Ses joues s'empourprèrent. Ce n'était pas une invitation amicale, mais un spectacle. Il allait faire d'elle une risée devant toute cette assemblée de puissants. Elle pensa à sa fille Abby, qui attendait dans la petite chambre froide du couloir. Abby n'avait que 10 ans, mais elle comprenait les choses. Elle comprendrait que sa mère était en train d'être ridiculisée. « Monsieur, je ne peux pas, » balbutia Suzanne, les yeux suppliants. « Je ne serai pas une adversaire digne de vous. Je ne ferai que vous faire perdre votre temps. » Baliverne stonna Delacroix, ravi de la situation. « Ce sera instructif pour nous deux. Vous apprendrez une leçon de stratégie. Et moi ?» Il s'interrompit, balayant la salle d'un regard théâtral. « Moi, je me rappellerai l'ordre naturel des choses. Asseyez-vous. » Il désigna le coussin de soie posé au sol, face à l'échiquier. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Suzanne se sentit piégée. Refuser signifiait perdre son emploi, le seul moyen de garder un toit au-dessus de la tête de sa fille dans cette ville étrangère. Obéir revenait à abandonner sa dignité pièce après pièce sur ce damier noir et blanc. La tête baissée, elle s'avança lentement jusqu'à la table et s'assit sur le coussin, le corps raide de honte. Le milliardaire prit place en face, s'installant avec l'arrogance décontractée d'un roi prêt à exécuter un paysan. Il commença à disposer les pièces blanches avec une grâce théâtrale. « Vous jouerez avec les noirs, bien sûr » dit-il, sans la regarder. « Cela me paraît approprié. » Un nouveau rire parcourut le salon. Suzanne sentit une larme glisser sur sa joue, qu'elle s'empressa d'essuyer. Elle contempla l'armée complexe de figurines sculptées. Le cavalier à la tête fière, le roi sévère et imposant. Il semblait étranger, menaçant.
Elle ne savait même pas par où commencer. Une centaine de regards pesaient sur elle attendant sa chute. Maman est fatiguée. La voix était faible, mais elle trancha le silence, oppressant comme une cloche. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée du couloir des domestiques. Là se tenait Abigail Miller, 10 ans, les cheveux blonds pâles, attachés en une simple tresse. Ses yeux d'un bleu éclatant fixaient la scène au centre du salon. Elle était petite pour son âge, et sa robe de coton contrastait brutalement avec les robes haute couture et les costumes sur mesure des invités. Mais rien dans sa posture n'était petit. Elle se tenait droite, le menton levé. Dans sa main, elle serrait un livre de poche usé. Le souffle de Suzanne se bloqua dans sa gorge. Abby retourne dans la chambre tout de suite. Mais Abby ne bougea pas. Son regard passa du visage douloureux de sa mère à celui amusé de Delacroix. Elle fit un pas en avant, puis un autre, ses baskets élimées, silencieuses, sur le tapis épais. Elle s'approcha directement de la table d'échecs et se posta à côté de sa mère. « Ma maman est très fatiguée, monsieur, » dit-elle de nouveau d'une voix ferme. « Elle a travaillé toute la journée. Ce ne serait pas une partie équitable. » Delacroix s'adossa un véritable étonnement sur le visage. Il considéra la fillette cette interruption inattendue de son divertissement. « Et qui es-tu pour me dire ce qui est équitable ?»« Je m'appelle Abigail Miller, » répondit-elle simplement. « Suzanne est ma mère. Comme elle est trop fatiguée pour jouer, je jouerai à sa place. » Un murmure parcourut la salle. Une enfant, une minuscule blonde, osait défier Jacques Delacroix. L'absurdité de la situation était presque savoureuse. Le milliardaire éclata d'un rire tonitruant qui emplit tout le salon. « Toi, » rugit-il en s'essuyant une larme de joie, « une petite fille veut jouer aux échecs avec moi. Que feras-tu? Demandez conseil à tes poupées pour savoir où bouger les pièces. » Les invités éclatèrent de rire, avec lui leur amusement désormais dirigé contre cette nouvelle adversaire, encore plus pathétique en apparence. L'expression d'Abby ne changea pas. Ses yeux bleus restèrent fixés sur lui, sérieux et fermes. « Je ne joue pas avec des poupées, monsieur. Je joue aux échecs. » Quelque chose dans son ton, une confiance tranquille et déplacée chez une enfant, fit vaciller le rire de Delacroix. Il l'observa un instant. C'était encore mieux que son plan initial. Humilier la domestique était une chose, mais vaincre son enfant, une fillette qui faisait preuve d'un tel aplomb mal placé, serait une histoire à raconter pendant des semaines. Très bien, dit-il, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. Si le petit lionceau veut défendre sa mère, qui suis-je pour le lui refuser? Assieds-toi. Voyons ce que tu sais faire. Suzanne attrapa le bras de sa fille. Abby, non. Tu ne comprends pas. Retourne dans la chambre, je t'en prie, murmura-t-elle d'une voix désespérée. Elle savait que sa fille était brillante. Abby adorait lire et chérissait le vieux jeu d'échecs que son grand-père lui avait offert. Mais là, ce n'était pas un simple jeu, c'était un rituel de cruauté. Abby se dégagea doucement, elle leva les yeux vers sa mère, et dans son regard, Suzanne aperçut une étincelle ancienne et résolue. C'était le même regard que son propre père, le général, avait avant une décision difficile. « Ça va ?» Maman souffla Abby si bas que seule Suzanne put l'entendre. « Grand-père m'a appris à me défendre contre les brutes. » Puis elle se tourna, et avec une grâce qui dépassait son âge s'assit sur le coussin que sa mère venait de quitter. Elle ne semblait ni intimidée par Delacroix, ni par la foule, ni par l'échiquier hors de prix. Elle fixait simplement le plateau, ses petites mains posées sur ses genoux. Le milliardaire fit un geste théâtral vers l'échiquier.
Les pièces noires sont à toi. J'espère au moins que tu sais comment elles bougent. » Un homme près de la fenêtre, un diplomate britannique nommé M. Harrison, souffla à sa femme. « C'est répugnant. Cet homme est un rustre. » Sa femme hocha la tête, les yeux pleins de compassion pour la fillette. Abby ignora les chuchotements. Ses doigts planèrent une seconde au-dessus des pièces, puis elle les disposa soigneusement, chacune parfaitement centrée sur sa case. Ses gestes étaient rapides, précis, assureux. Aucune hésitation enfantine. Ce fut la première chose qui troubla légèrement les invités. Delacroix, lui, n'y prêta pas attention, trop occupé à savourer les regards braqués sur lui. « Faisons de cela une véritable leçon », proclama-t-il à l'Assemblée. « J'expliquerai mes coups au fur et à mesure, afin que l'enfant apprenne quelque chose. Il est important de partager son savoir. » Il saisit un pion blanc. « Nous commençons par l'ouverture du pion roi, » dit-il, en avançant la pièce de 2 cases jusqu'en E4, une ouverture classique et agressive. Elle démontre la volonté de contrôler le centre de l'échiquier dès le début, une stratégie de vie autant que d'échec. Il sourit, satisfait de sa propre tirade, puis regarda Abby s'attendant à lire la confusion sur son visage. Mais ses yeux restaient calmes, analytiques. Après un bref instant de réflexion, elle répliqua en poussant son pion roi de 2 cases jusqu'en E5, une réponse standard et solide. « Ah, elle m'imite », ricana Delacroix. « L'imitation est la première étape de l'apprentissage, je suppose. Très bien. » Il développa son cavalier en F3, un coup de manuel attaquant son pion. La salle retenait son souffle. Tous s'attendaient à voir la fillette répondre par un coup défensif, peut-être en protégeant son pion avec son propre cavalier. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel débutant. Mais Abby ne joua pas comme une débutante. Sa petite main déplaça son cavalier dame en C6. Ce n'était pas un coup défensif, mais un coup actif de développement, faisant partie d'un système connu, mais complexe. Delacroix marqua une pause. C'était un bon coup, un coup de livre. Il fronça légèrement les sourcils. « Elle a dû mémoriser les premiers coups d'une partie, » murmura-t-il, pour lui-même avant de balayer l'idée comme une coïncidence. Le diplomate britannique, M. Harrison, se pencha en avant. Ancien membre du club d'échecs de son université, il reconnut l'ouverture. C'était solide plus que solide. C'était professionnel. La partie continua. Delacroix jouait avec emphase et commentaire, transformant chaque coup en mini-leçon pour son public et son élève. Abby, en contraste, était l'image de la concentration silencieuse. Ses coups étaient rapides, précis, réfléchis. Aucun geste inutile. Elle ne leva pas les yeux vers la salle, son monde s'était réduit aux 64 cases devant elle. À chaque coup, un changement subtil parcourait la pièce. Les ricanements s'éteignirent. Les regards de pitié se transformèrent en expressions perplexes, puis en étonnement naissant. La fillette ne jouait pas seulement. Elle rivalisait. Le sourire condescendant de Delacroix se crispa. Il se disait encore qu'il contrôlait la partie. Après tout, il était Jacques Delacroix. Elle n'était que la fille de sa domestique. Il laissait la partie durer pour le spectacle, se rassurait-il. Mais un nœud froid commençait à se former dans son estomac. Les pièces de la fillette se déplaçaient vers des positions d'une puissance surprenante. Elles formaient une armée silencieuse et coordonnée qui semblait anticiper chacun de ses plans. Delacroix leva les yeux du plateau et croisa ceux d'Abby. Pour la première fois, il vit au-delà de ses cheveux blonds et de sa simple robe. Il découvrit une intelligence aiguisée et profonde, une concentration absolue. Et il comprit, stupéfait, que la fillette de 10 ans
assise en face de lui, ne jouait pas, elle chassait. Alors que Jacques Delacroix réfléchissait à son prochain coup, Abby laissa son esprit s'évader un instant. Le parfum capiteux et coûteux de l'homme était piquant et étranger, un contraste brutal avec le souvenir qu'il éveillait en elle, l'odeur réconfortante des vieux livres et du tabac à pipe qui imprégnait toujours le bureau de son grand-père. 8 ans plus tôt, alors qu'elle n'était encore qu'un tout petit, son père était décédé, laissant Suzanne veuve et accablée d'inquiétude. Elles avaient emménagé chez le père de Suzanne, le général Robert Miller, qu'on appelait dans l'armée mur de fer pour ses stratégies imprenables, mais qu'Abby appelait simplement Papy. Leur maison était petite et modeste, mais emplie de la dignité silencieuse d'un homme qui avait servi son pays pendant 40 ans. Son plus grand trésor n'était pas sa boîte poussiéreuse de médailles reléguée au grenier, mais sa bibliothèque de livres d'histoire, de philosophie et de stratégie militaire. Au centre de cette pièce trônait une table en bois, usée sur laquelle reposait un échiquier marqué par le temps. Un après-midi pluvieux, alors qu'Abby avait 4 ans, elle entra en trottinant dans le bureau et montra du doigt les pièces sculptées. Qu'est-ce que c'est, Papy le général, dont les yeux avaient trop vu, mais qui brillaient encore de tendresse pour sa petite fille, sourit. Ça, ma petite, c'est un champ de bataille. C'est un monde où un pion peut devenir reine et où un roi peut être piégé par une pensée astucieuse. Ça t'apprend à réfléchir. Il commença alors à lui enseigner non seulement les règles, mais l'âme du jeu. Il ne la laissa jamais gagner. À la place, il lui apprit à perdre, à étudier l'échiquier, après chaque défaite, à comprendre ses erreurs, à apprendre de la stratégie de son adversaire. Chaque défaite est une leçon déguisée, Abby disait-il de sa voix grave. Celui qui apprend le plus de ses échecs est celui qu'on ne battra jamais vraiment. À 6 ans, elle n'apprenait plus seulement, elle voyait des schémas, comprenait les flux de puissance sur les 64 cases. Son grand-père lui donna ses vieux livres annotés. Elle dévora les parties des grands maîtres, mais ce furent surtout ses notes manuscrites dans les marges qu'elle étudia avec ferveur. Pour lui, les échecs servaient à former ses officiers, à résoudre des problèmes tactiques du champ de bataille. Ce n'était jamais un simple jeu, mais un langage de logique et de conséquences. 1 an auparavant, juste avant que Suzanne n'accepte ce poste à Paris, le général était décédé. Son dernier cadeau à Abby avait été ce vieil échiquier usé. Le monde est un échiquier plus vaste que celui-ci, Abby lui avait-il confié, d'une voix affaiblie. Tu rencontreras des gens qui se croient rois. Ils te sous-estimeront parce que tu es discrète, parce que tu es une fille. Laisse-les faire. Leur arrogance est leur faiblesse. C'est l'angle mort où tu trouveras ta victoire. Sois patiente, sois courageuse, et ne les laisse jamais te voir venir. Un léger changement dans la posture de Delacroix ramena Abby au présent. Il venait de déplacer son fou, le plaçant sur une case qui menaçait directement son cavalier. C'était un coup fort agressif conçu pour intimider. Il se renversa dans son fauteuil, avec un sourire satisfait, comme si la partie était déjà jouée. « Vous voyez, déclara-t-il à l'Assemblée, on met la pression, on force l'adversaire à réagir à notre plan. Elle doit maintenant bouger son cavalier, elle n'a pas le choix. » Ces paroles résonnèrent dans la salle. Les invités acquiescèrent, murmurant leur approbation. Ils voyaient une pièce puissante en attaquer une plus faible. Mais Abby vit autre chose. Elle vit ce que son grand-père lui avait appris, à chercher l'opportunité cachée dans la menace. Le fou de Delacroix était puissant, certes, mais désormais exposé éloigné de la défense de son roi.
Plutôt que de déplacer son cavalier menacé, Abby avança un simple pion, un soldat de presque rien d'une case. Un souffle parcourut la salle. M. Harrison, le diplomate britannique, se redressa brusquement, les yeux écarquillés. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Le milliardaire fixa le coup, son sourire s'éteignant. Quelle absurdité! Une erreur d'enfant. J'attaque son cavalier, et elle avance, un pion. Il chercha du regard une approbation, mais ne rencontra que des visages perplexes. Elle sacrifie une pièce importante pour rien. Se délectant, il captura le cavalier avec son fou. Une pièce gratuite, une victoire facile. Le cœur de Suzanne se serra. Elle ne comprenait pas les subtilités du jeu, mais elle reconnaissait le ton triomphal de Delacroix. Abby avait fait une erreur, pensait-elle. Elle avait abandonné une pièce importante sans raison. Mais Abby restait calme. Le sacrifice était la clé. Il avait attiré le fou de son adversaire dans un piège. Alors, ce fut son tour. Elle déplaça son autre cavalier, puis sa tour, puis sa dame. Ce fut une cascade de mouvements, une danse rapide et brutale, parfaitement coordonnée. Les invités hypnotisés ne quittaient pas l'échiquier des yeux. Ce qui paraissait un instant plus tôt, un chaos aléatoire, devenait une toile magistrale. Les pièces de Delacroix étaient empêtrées, bloquées, inutiles. Son fou puissant se retrouvait piégé loin de l'action, et son roi, qui paraissait si protégé, se retrouvait soudain exposé et vulnérable. Le visage de Delacroix devint livide. Le sang se retira, le laissant d'une pâleur maladive. Son arrogance s'était évanouie, remplacée par une horreur frénétique. Il scruta le plateau, cherchant désespérément une échappatoire. Il n'y en avait aucune. Chaque coup possible menait au désastre. La petite fille, la fille de domestique, n'avait pas commis de gaffe. Elle avait vu 10 coups à l'avance. Elle avait tendu un piège, et il y avait foncé dedans comme un imbécile. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas possible. Il était Jacques Delacroix. Il ne perdait pas, surtout pas, contre une enfant. La salle était maintenant plongée dans un silence absolu. Seul bourdonnait doucement l'air conditionné. Tous les invités étaient debout, se penchant pour voir le plateau. Ils étaient témoins de l'impossible. Abby joua son dernier coup. Elle fit glisser sa dame sur une case qui scellait le destin du roi. C'était un mouvement d'une beauté cruelle et définitive. Elle leva les yeux, ses prunelles bleues claires croisèrent celles du milliardaire. « Échec et mat », dit-elle d'une voix douce mais limpide. Le mot resta suspendu dans l'air, pendant 10 longues secondes. Delacroix fixait l'échiquier, refusant d'accepter la réalité. La dame noire se tenait là, tel un bourreau à côté du roi terrassé. Il était piégé, vaincu, humilié. Puis la rage surgit. Elle commença par un grondement sourd et explosa. « Non » rugit-il en abattant son poing sur la table. Les pièces d'ivoire délicates tremblèrent. Impossible. Il bondit de son siège, sa chaise, raclant violemment le marbre. Ses yeux étaient fous, son visage déformé par la fureur. « C'est un trucage, une fraude !» Suzanne se précipita vers Abby, tirant sa fille, derrière elle pour la protéger de sa colère. « Monsieur, je vous en prie !» « Silence !» hurla Delacroix, en pointant un doigt tremblant vers l'enfant. « Cette fille ne m'a pas battu, elle a triché, c'est la seule explication. » Son regard paranoïaque balaya la salle, se posant sur le personnel qui se tassait contre les murs. « L'un de vous l'a aidé en lui envoyant des signaux. » Ou alors, il se retourna brutalement vers Abby. Elle a un appareil, une oreillette. Quelqu'un lui soufflait les coups. L'accusation était si absurde qu'un instant personne ne sut comment réagir. Une fillette de 10 ans, utilisant une technologie secrète pour gagner une partie d'échecs. Enfin, Harrison, le diplomate britannique, retrouva sa voix.
Il s'avança, le visage marqué d'une profonde désapprobation. « Monsieur Delacroix, je proteste. » C'était l'une des parties d'échecs les plus remarquables auxquelles j'ai assisté. Ce que vous appelez tricherie, j'appelle cela du génie. Il n'y avait aucun artifice. Delacroix cracha de colère, son orgueil réduit en miettes. Il n'était plus seulement un perdant, il était devenu un spectacle. Tous ses invités, témoins de sa puissance, venaient de le voir, lui le milliardaire, se faire méthodiquement démolir par l'enfant d'une domestique. Sa réputation partait en lambeaux. Il devait reprendre le contrôle, réécrire l'histoire. Son regard furieux se fixa sur Abby, qui restait calmement derrière sa mère, l'expression impassible. « Tu crois être maligne, petite. Tu crois pouvoir me ridiculiser dans ma propre maison. Je vais te donner une chance de prouver ton prétendu génie. » Il se mit à arpenter la pièce, tel un tigre en cage, son esprit en ébullition. « Nous rejouerons, » annonça-t-il sa voix, reprenant son autorité. « Mais pas ici en privé. Nous jouerons en public devant le monde entier. Nous jouerons dans la grande nef du Grand Palais, sur un échiquier électronique géant que tous pourront voir. Des experts seront présents, des maîtres du jeu, pour surveiller, pour te fouiller et vérifier que tu n'as aucun appareil. » Il s'arrêta et se pencha sur Abby, une ombre menaçante. « Quand je t'aurai vaincu là-bas, devant tout le monde, ils verront tous la petite fraude que tu es. Et ta mère, ajouta-t-il avec un rictus cruel, finira à récurer des sols pour le reste de sa vie. Acceptes-tu mon défi ?» Susan serra la main de sa fille, tremblante de peur. « Non, absolument pas. C'est une enfant, c'est de la folie. » Mais Abby fit un pas en avant, sortant de derrière sa mère. Abby leva les yeux vers l'homme immense et furieux, et la même résolution tranquille et inébranlable que sa mère avait déjà vue brilla de nouveau dans ses yeux. C'était le regard du général Miller affrontant une charge ennemie. « J'accepte, » dit-elle. Ces deux mots « j'accepte » tombèrent comme un coup de massue. Leur défiance si simple et si absolue sembla aspirer l'air restant du salon. Un instant, le seul bruit perceptible fut la plainte lointaine d'une sirène dans les rues de Paris. Suzanne fixa sa fille, le cœur glacé. La peur sauvage et viscérale luttait contre une vague de fierté écrasante. C'était son enfant, cette petite fille, intrépide, qui se dressait devant un tyran. C'était la petite fille du général. Mais le général n'était pas là pour les protéger. Elles étaient seules, deux grains de poussière dans cette cage dorée, face à un geôlier enragé. Les lèvres de Delacroix s'étirèrent en un rictus triomphal. Il l'avait piégée. L'orgueil de l'enfant allait causer sa perte. Il avait transformé son humiliation publique en un coup de maître de relations publiques. Il n'était plus le despote ridiculisé par une enfant, mais le mécène magnanime qui offrait à une prodige l'occasion de se prouver sur la scène mondiale, une scène qu'il contrôlait entièrement. « Excellent », dit-il, sa voix, onctueuse comme de l'huile. Il claqua des mains, le bruit sec et définitif. « C'est réglé. Mon équipe s'occupera des détails. La partie aura lieu dans 3 jours. Cela devrait suffire pour que tu te prépares. » Le mot « préparer » resta suspendu dans l'air lourde de menaces implicites. Il se tourna vers ses invités abasourdis, sa contenance pleinement restaurée. Il était redevenu le roi distribuant des décrets. « Mes amis, veuillez excuser cette interruption. Une petite affaire de discipline domestique. Profitez de la soirée. Nous venons d'avoir un hors-d'œuvre des plus amusants. Le plat principal lui promet d'être encore plus divertissant. » Mais la fête était finie. L'atmosphère avait volé en éclats. Les invités commencèrent à s'éclipser leurs sourires polis
ne dissimulant guère leur empressement à partir et à répandre l'histoire. Ils étaient venus pour des coupes de champagne, et du réseautage ils repartaient avec un drame de haute voltige qui ferait jaser Paris pendant des semaines. Leurs regards furtifs et curieux se posaient sur Suzanne et Abby, les deux figures au cœur de la tempête. M. Harrison fut le dernier à quitter les lieux. Il s'approcha de Suzanne, le visage marqué par l'inquiétude. « Madame Miller, dit-il à voix basse, ce que Delacroix fait est impardonnable. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? J'ai des contacts à l'ambassade. » Suzanne, encore sous le choc, secoua la tête. « Merci, monsieur, mais cela ne ferait qu'empirer les choses. Nous devons aller jusqu'au bout. » Votre fille, ajouta M. Harrison, son regard, se posant sur Abby avec une admiration mêlée d'effroi, est extraordinaire, un vrai cœur de lion. Il se pencha davantage. Un conseil de la Croix est un homme gouverné par l'ego. Ce n'est plus une question d'échec, mais de pouvoir. Soyez extrêmement prudente. Il glissa une carte de visite dans la main de Suzanne avant de partir. Lorsque le dernier invité eut disparu, le silence s'abattit lourdement sur le Penthouse. Delacroix restait debout près de la baie vitrée, leur tournant le dos, contemplant son royaume illuminé. « Vous pouvez disposer, dit-il, sans se retourner. Préparez votre fille. Si vous tentez de fuir, je vous retrouverai. Il n'existe aucun endroit au monde où mon influence n'atteint pas. » Sans un mot de plus, Suzanne prit la main d'Abby et l'entraîna hors du grand salon, sous les regards muets du personnel, jusqu'à la petitesse anonyme de leur chambre de service. Dès que la porte se referma derrière elle, la force de Suzanne s'effondra. Elle s'assit au bord du lit d'étroit et enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots muets. Abby s'approcha et resta debout devant elle, patiente. Après un moment, elle posa une petite main sur le genou de sa mère. « Ça va, maman ?» Suzanne leva les yeux, son visage strié de larmes. « Ça va, Abby? Comment cela pourrait-il aller? Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Cet homme est puissant et cruel. Il ne se contentera pas d'essayer de te battre. Il cherchera à te détruire. Il t'humiliera devant le monde entier pour regagner sa fierté. »« Je sais, » répondit Abby, la voix calme et ferme. « C'est pour ça que je dois jouer. Mais pourquoi? Nous aurions pu partir. Nous aurions pu nous excuser. Il s'est moqué de toi, maman, » dit Abby, ses yeux bleus plantés dans ceux de sa mère. « Il a essayé de te rabaisser. Grand-père disait toujours qu'on ne laisse jamais un tyran gagner juste parce qu'il crie plus fort. On doit leur tenir tête, pas avec de la colère, mais avec son esprit. » Suzanne vit dans les yeux de sa fille une logique implacable. C'était celle du général Lafoy, inébranlable dans le principe plutôt que dans le confort. Elle serra Abby dans ses bras, avec une intensité farouche, respirant l'odeur de ses cheveux. « Tu lui ressembles trop, » murmura-t-elle. « Courageuse, obstinée et beaucoup trop intelligente pour ton propre bien. » Elle la repoussa doucement, à bout de bras. « As-tu peur ?» Abby réfléchit un instant à la question. « La partie ne me fait pas peur. Ce ne sont que des pièces sur un échiquier. Delacroix, lui, n'est qu'un homme. Il est bruyant, mais il n'est pas intelligent. Je l'ai vu dans ses yeux quand il jouait. Il ne respecte pas le jeu, il ne se respecte que lui-même. C'est sa faiblesse. Au cours des 3 jours suivants, leur minuscule chambre devint un véritable poste de commandement stratégique. La peur de Suzanne se transforma en une résolution maternelle farouche. Elle fit tout pour protéger Abby de la tempête qui faisait rage dehors. L'histoire du milliardaire et de la fille de domestique était partout, à la télévision, sur Internet, à la une des journaux de Paris, à Londres. Le récit était exactement celui que Delacroix avait voulu imposer. On le présentait comme un milliardaire généreux
certes excentrique, qui avait découvert un talent caché et offrait à une enfant pauvre et douée une chance unique. Des journalistes et des photographes campaient devant l'immeuble, espérant entrevoir la mystérieuse prodige de 10 ans. La machine de communication de Delacroix tournait à plein régime. On diffusait des photos léchées de lui songeur devant un échiquier. On organisait des interviews où il parlait de sa passion pour le jeu et de son désir de soutenir les jeunes talents. Il était le héros de l'histoire. Abby n'était qu'une note en bas de page, une cendrillon des échecs simples catalyseurs de la magnanimité du milliardaire. À l'intérieur de leur chambre, le monde médiatique semblait à des années-lumière. Suzanne et Abby ignoraient télé et Internet. Suzanne veillait à ce que sa fille mange bien dormassée et ne ressente pas le poids de la pression extérieure. Abby, elle paraissait presque sereine. Elle n'avait pas besoin d'un ordinateur sophistiqué ni d'une équipe de grands maîtres pour se préparer. Il lui suffisait du vieil échiquier en bois usé que son grand-père lui avait offert. Pendant des heures, chaque jour, elle s'asseyait par terre et rejouait de mémoire les parties des anciens maîtres. Ses petites mains faisaient glisser les pièces marquées par le temps. Elle ne s'entraînait pas seulement, elle conversait avec son grand-père. À chaque mouvement, elle entendait presque sa voix lui rappeler ses principes, patience, Abby. Vois l'échiquier dans son ensemble. Comprends l'esprit de ton adversaire. Que veut-il? De quoi a-t-il peur? La veille de la rencontre, Suzanne ne parvenait pas à dormir. Assise sur une chaise, elle observait sa fille profondément endormie, respirant d'un souffle doux et régulier. La vision de ce petit visage paisible emplit Suzanne d'un amour si intense qu'il en était douloureux. Elle regarda l'échiquier posé sur la table le clair de lune, reflétant son bois poli. À cet instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de sa fille, qui refusait d'être invisible, refusait d'être un pion dans l'histoire d'un autre. Abby jouait pour la dignité de sa mère, pour la mémoire de son grand-père, et pour sa propre force tranquille. Et en contemplant son enfant endormi, Suzanne laissa enfin tomber sa peur, remplacée par une foi calme et inébranlable. Delacroix croyait préparer une exécution publique. Il ne savait pas qu'il avait dressé la scène d'une révolution. La nef du Grand Palais n'était pas seulement un monument parisien, c'était une cathédrale de verre et de fer, un temple de la culture et du prestige. Ce jour-là, elle était métamorphosée en arène. Une foule immense des milliers de personnes remplissait chaque recoin. On se penchait aux balustrades, on se hissait sur la pointe des pieds, on levait des téléphones pour filmer. Tous les regards convergeaient vers le centre. Les stands étant vides, les lumières tamisaient l'espace entier dédié au duel. Au milieu, sur une estrade, 2 fauteuils en cuir faisaient face à une table massive. Mais le véritable centre d'attention était l'écran électronique colossal, suspendu à la verrière. Un échiquier lumineux géant chaque case de la taille d'une petite voiture. C'était la scène que Delacroix avait construite pour sa revanche. Un spectacle de force écrasante, conçu pour intimider et écraser. Les caméras de télévision étaient partout. Sur le côté, une table de commentateurs accueillait 2 hommes, un grand maître russe, renommé, et un célèbre journaliste sportif français. Un rugissement monta de la foule lorsque Jacques Delacroix fit son entrée. Vêtu d'un costume sur mesure, d'un blanc immaculé, il ressemblait à un monarque bienveillant. Il salua le public d'un sourire confiant et magnanime. Il prit place, sirota un verre d'eau et se délecta de l'adoration de l'audience. Il était le maître de cérémonie, la vedette du spectacle. Quelques instants plus tard,
Une petite porte s'ouvrit sur le côté de la scène, et Suzanne et Abby apparurent. Si l'entrée de Delacroix avait été un coup de tonnerre, la leur fut un murmure. Elles furent accueillies par une vague de chuchotements et des milliers de flashs crapitants. Abby portait une simple robe bleue. Elle tenait la main de sa mère, le visage pâle, mais maîtrisé. Elle paraissait minuscule dans cet espace immense et écrasant. À l'approche de l'estrade, 2 agents, en costume, l'air sévère, les arrêtèrent. L'un d'eux, une femme aux cheveux coupés courts, s'accroupit devant Abby. « Nous sommes tenus d'effectuer une fouille de sécurité, mademoiselle, » dit-elle d'une voix froide. Elle passa un détecteur métallique portatif le long du petit corps d'Abby, puis vérifia doucement ses oreilles et le col de sa robe. La foule observait en silence stupéfaite. Le grand maître russe à la table des commentateurs prit son micro, la voix chargée d'incrédulité. « J'ai commenté des championnats du monde depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu un joueur être fouillé pour rechercher des dispositifs avant une partie, encore moins une enfant. Cette fouille n'était qu'un théâtre calculé, une dernière manœuvre de Delacroix pour semer le doute dans les esprits. La fillette pouvait être une tricheuse. Mais l'effet se retourna contre lui. Dans la foule, la curiosité céda la place à une sympathie discrète mais grandissante. Il voyait un puissant milliardaire utiliser toute sa force pour intimider une enfant, et cela paraissait profondément injuste. Évidemment, la fouille ne révéla rien. Abby fut conduite à son fauteuil. Il était si grand que ses pieds pendaient à près de 30 centimètres du sol. Elle leva les yeux vers Delacroix, qui lui adressa un clin d'œil condescendant et méprisant. L'arbitre principal, un homme allemand au visage sévère, s'avança. Les règles ont été fixées. Ce sera une partie classique. Chaque joueur disposera d'1 heure à la pendule. Le joueur aux pièces blanches, M. Delacroix ayant lancé le défi, commencera. Les joueurs y sont-ils prêts? Delacroix hocha la tête avec impatience. Abby chercha du regard le visage inquiet de sa mère dans la foule et lui adressa un léger signe imperceptible. L'arbitre appuya sur la pendule centrale et la partie débuta. Sur l'écran géant, un pion blanc avança de 2 cases E4, le même début qu'à l'hôtel particulier. C'était un message de Delacroix. La première partie n'était qu'un accident. Cette fois, nous jouons pour de vrai. Un silence religieux tomba sur les milliers de spectateurs. Tous fixaient la petite fille blonde. Le monde entier attendait de voir ce qu'elle ferait. Abby inspira profondément, laissant le vacarme de la foule et le poids du moment s'effacer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 64 cases familières de son univers. Elle avança la main et avec une assurance tranquille, poussa son pion en ses seins, la défense sicilienne. Un murmure parcourut les connaisseurs dans la foule. À la table des commentateurs, le grand maître russe se redressa les yeux brillants d'intérêt. « La défense sicilienne », annonça-t-il d'une voix qui résonna dans la nef. Un choix ambitieux. C'est l'une des réponses les plus complexes et agressives à l'ouverture du pion roi. Elle crée immédiatement une partie asymétrique. Cette jeune fille ne joue pas pour faire nul. Elle dit à Delacroix, « Je ne suis pas ici pour défendre, je suis ici pour combattre. » Sur scène, le sourire confiant de Delacroix vacilla. Il s'attendait à une partie simple directe où son expérience écrasante suffirait. La Sicilienne, en revanche, était désordonnée, tactique pleine de pièges cachés. Elle demandait des calculs précis et une compréhension stratégique profonde. Bien sûr, il l'avait étudiée, mais il préférait les ouvertures plus classiques, plus claires. C'était le domaine des grands maîtres et des machines de calcul, pas celui d'une fillette. Il fronça les sourcils et rejeta le coup comme une coïncidence.
Elle avait sûrement mémorisé quelques lignes à la mode pour impressionner. Très vite, il l'emmènerait hors de ces sentiers battus, dans des eaux profondes où elle se noierait. La partie se déroula. Delacroix attaqua agressivement, lançant une offensive prématurée à l'aile roi, espérant intimider Abby par une démonstration de force. Ses pions avançaient comme une phalange menaçant son roi. Sur l'écran géant, ces pièces blanches ressemblaient à une armée en marche, une vague de puissance prête à s'abattre sur une rive fragile. Abby, pourtant, refusa de se laisser intimider. Elle accueillit cette agression avec une patience calme, presque déconcertante. Tandis qu'il s'épuisait en attaques voyantes, elle développait tranquillement ses pièces de l'autre côté de l'échiquier. Ses coups étaient subtils, presque invisibles aux yeux d'un spectateur profane. Mais le grand maître russe lui en percevait le génie. « Incroyable !» murmura le grand maître russe dans son micro, la voix pleine d'admiration. Delacroix construit un bélier sur l'aile roi, mais la fillette, elle érige une forteresse. Et plus encore, regardez. Il désigna l'écran géant. Tandis qu'il se concentre sur son attaque, elle prend le contrôle du centre. Elle bâtit des fondations. Lui, il construit une arme sur du sable. Susan, assise au premier rang, observait la scène, les mains si crispées que ses jointures en étaient blanches. Elle ne comprenait pas la danse complexe des pièces, mais elle lisait l'histoire sur le visage de sa fille. L'expression d'Abby était une concentration pure et sereine. Elle semblait dans son élément comme une mathématicienne résolvant une élégante équation. En face de Delacroix commençait à se désagréger. Sa confiance initiale tournait à la frustration. Son attaque s'était heurtée à la défense inébranlable d'Abby. Ses pièces étaient surexposées, sa position maladroite. C'était un bagarreur qui avait lancé un coup de poing sauvage et raté, se retrouvant déséquilibré et vulnérable. Il s'agitait sur sa chaise, tapotant du doigt, sur la table buvant de longues gorgées d'eau nerveuse. La foule, qui avait d'abord été de son côté, observait désormais dans un silence tendu et expectant. On commençait à croire que l'impossible pouvait se reproduire. Le tournant arriva 1 heure après le début de la partie. Devenu désespéré, Delacroix tenta un coup téméraire. Il sacrifia un cavalier pour ce qu'il croyait être une attaque décisive contre le roi d'Abby. C'était un coup de joueur de hasard, une tentative désespérée de briser ses défenses et de finir rapidement. Pendant un instant, l'attaque parut terrifiante. Sa dame et sa tour convergeaient sur le roi adverse. Le commentateur français s'exclama. Ça pourrait être la fin. Le sacrifice de Delacroix a peut-être percé ses défenses. Abby contempla la position. Pendant 5 longues minutes, la plus longue pause depuis le début de la partie. Le silence dans la nef était absolu. Des milliers de personnes retenaient leur souffle. Depuis la scène, Delacroix l'observait le regard prédateur. Il croyait la tenir. Il pensait que son esprit d'enfant avait enfin cédé sous la pression. Mais Abby ne cédait pas. Elle calculait. Elle voyait au-delà de la menace immédiate au cœur même de la position. Elle entendait la voix de son grand-père. Ne te laisse jamais aveugler par une menace. Abby cherche l'opportunité qu'elle crée. Et soudain, elle la vit. Un chemin étroit magnifique, dévastateur, que personne d'autre dans toute la nef n'avait aperçu. Ni Delacroix, ni les commentateurs, ni les milliers de spectateurs. Une séquence de coups si subtile et profonde qu'elle en coupait le souffle. Sa main bougea. Elle ne défendit pas son roi directement. Elle sacrifia sa propre tour, la posant sur une case apparemment insignifiante. Un gémissement collectif parcourut la foule. Le commentateur français
leva les bras. Une gaffe, une erreur, tragique. Sous la pression, l'enfant vient de gâcher la partie. Elle a donné sa tour pour rien. Même le grand maître russe paraissait décontenancé. Je ne comprends pas ce coup, dit-il en secouant la tête. Seul Delacroix ne se réjouissait pas. Il avait l'air terrifié, car au moment même où Abby avait joué, il vit ce qu'elle avait vu. Son sacrifice n'était pas une erreur, mais un leurre, une déviation fatale. En prenant la tour tentation impossible, à refuser sa dame, serait attiré hors de position, laissant son roi catastrophiquement exposé. Sa main se figea, au-dessus de la pièce. Il voyait le piège à nu, mais il était trop tard. Toute la structure de sa partie n'était qu'un château de cartes, et Abby venait d'en retirer la carte maîtresse. Ne pas prendre la tour signifiait perdre lentement. La prendre signifiait perdre immédiatement. La sueur perlait sur son front. Son sourire confiant n'était plus qu'un souvenir lointain. Son visage figé n'était plus que le masque d'un homme contemplant l'abîme. La foule, percevant le basculement dramatique, se mit à murmurer. On le lisait sur son visage, le milliardaire, le roi de son univers, était perdu. Il prit la tour. Il n'avait pas le choix. Le coup suivant d'Abby fut simple et silencieux. Elle déplaça son fou. Puis, un pion. Puis son cavalier entra dans l'attaque. Il n'y avait ni rage ni triomphe dans ses gestes, seulement la logique implacable de l'échec et mat. Sur l'écran géant, les pièces avançaient avec une terrible finalité. Le roi de Delacroix était pourchassé à travers l'échiquier, dépouillé de ses défenseurs, acculé au bord du monde. Abby saisit sa dame et la fit glisser sur la case finale. « C'est fini. Échec et mat, dit-elle. » Sa voix était trop faible pour les micros, mais le monde entier vit la scène. Sur l'écran géant, le roi blanc de Delacroix clignota en rouge piégé, vaincu. Pendant une minute entière, la nef du grand palais fut plongée dans un silence absolu. La foule, les commentateurs et Delacroix lui-même restèrent figés unis dans un état de choc et d'incrédulité collectif. Une fillette de 10 ans, la fille d'une domestique, n'avait pas seulement vaincu l'un des hommes les plus riches du monde, elle l'avait fait sur une scène mondiale, le surpassant, le déjouant et démantelant méthodiquement son orgueil pièce par pièce. Puis, une seule personne applaudit M. Harrison, le diplomate britannique, debout au premier rang. Une autre se joignit, puis une autre, et bientôt tout le grand palais explosa en une vague d'applaudissements tonitruants. Ce n'était pas seulement l'acclamation d'une brillante partie d'échecs, c'était un rugissement pour l'outsider, pour le courage tranquille qui avait défié l'arrogance du pouvoir. C'était la célébration d'une petite fille qui venait de rappeler à tous que le génie comme le caractère n'a rien à voir avec la richesse ou le statut. Jacques Delacroix restait figé dans son fauteuil, le visage d'une blancheur cadavérique. Chaque applaudissement résonnait comme un coup de marteau contre son ego. Il regarda la foule en liesse les flashs des caméras à l'écran géant qui projetaient son humiliation au monde entier. Il avait voulu un spectacle public, il l'avait eu. Mais il n'était pas le héros, il était le bouffon. Il repoussa violemment sa chaise, se leva, et sans un mot, sans poignée de main, sans même reconnaître son adversaire, quitta la scène en furie, un roi fuyant son royaume en ruine. Sur l'estrade, Abby détourna, enfin, le regard de l'échiquier. Elle contempla la mer de visages acclamants, et pour la première fois, un petit sourire timide effleura ses lèvres. Elle vit sa mère courir vers elle, le visage inondé de larmes et de fierté. Suzanne serra sa fille dans ses bras, la soulevant du sol. « Tu as réussi » sanglota-t-elle dans ses cheveux.
« Oh, Abby, tu as réussi. Nous avons réussi, maman », murmura Abby, sa voix étouffée contre son épaule. Grand-père serait fier. Dans les jours qui suivirent, Jacques Delacroix devint la risée du monde entier. L'histoire de son arrogance et de sa défaite spectaculaire n'était plus une simple nouvelle, mais une fable moderne répétée aux quatre coins d'Internet. Les mèmes se multiplièrent. Son visage hébété au moment de l'échec, et Matt devint un symbole viral de l'hybris rencontrant sa chute. Les journaux baptisèrent la partie « Le massacre du milliardaire » et le Matt de la domestique. Il avait voulu faire d'une petite fille un pion, et découvrit qu'il était lui-même celui qui avait été joué. Il avait perdu bien plus qu'une partie d'échecs. Il avait perdu sa dignité, une perte dont il ne se remettrait jamais. Il se retrancha dans la prison dorée de son hôtel particulier. Les invités flatteurs et les associés d'affaires qui remplissaient jadis ses salons trouvèrent désormais 1000 excuses pour être indisponibles. Ses appels restèrent sans réponse. Son nom jadis, synonyme de puissance, devint irrémédiablement associé à l'humiliation publique. Il passa ses journées à arpenter les sols de marbre, tel un roi régnant sur un empire de silence, hanté par le souvenir d'une petite fille blonde et du clic discret d'une dame en bois scellant son destin. Il possédait tout l'argent du monde, mais il n'était plus qu'un fantôme dans sa propre vie, une parabole chuchotée dans les conseils d'administration et les palais qu'il dominait autrefois. Pour Abby et Suzanne, tout changea. Et pourtant, l'essentiel demeurait. Dès qu'elles quittèrent la scène, elles furent englouties dans une tempête d'attention mondiale. Les offres affluèrent de partout. Des entreprises voulaient sponsoriser, Abby proposant des contrats à 7 chiffres pour apposer leur logo sur sa veste. Les écoles privées les plus prestigieuses d'Europe et d'Amérique offrirent des bourses complètes promettant de cultiver son génie. Présentateurs de talk-shows documentaristes, producteurs hollywoodiens se bousculèrent pour exploiter leur histoire incroyable. C'était un raz-de-marée d'opportunités si vastes qu'il menaçait de les engloutir. Mais Suzanne, guidée par un instinct maternel tranquille et inébranlable, devint la protectrice farouche de sa fille. Elle se souvenait de la raison pour laquelle Abby s'était assise à cet échiquier défendre la dignité de sa mère. C'était maintenant à Suzanne de défendre l'enfance de sa fille. Avec l'aide d'un avocat recommandé par un monsieur Harrison ravi et profondément impressionné, elle navigua dans ce déluge. Elles acceptèrent une seule offre, une bourse académique complète dans une école réputée mais discrète près de Washington, D.C., connue pour accueillir les enfants surdoués sans les exposer aux projecteurs. Suzanne prit un poste administratif modeste dans une université voisine, un emploi stable offrant un rythme prévisible. Elle voulait des soirées libres pour les devoirs des week-ends, pour les promenades au parc, une vie définie non par la célébrité, mais par la normalité. Elles quittèrent Paris discrètement, s'éclipsant avant que la frénésie médiatique ne puisse les engloutir tout à fait. Elles s'installèrent dans un modeste appartement, baigné de soleil, avec un petit balcon idéal pour faire pousser des fleurs. Pour la première fois depuis des années, Suzanne ressentit une véritable paix. Elle n'était plus une domestique vivant dans l'ombre d'un maître riche. Elle n'était qu'une mère construisant un foyer pour sa fille. Abby, de son côté, géra sa nouvelle notoriété avec le même calme posé qu'elle montrait devant un échiquier. Elle comprenait ce qui s'était passé, mais elle refusait d'en faire son identité. Le monde pouvait la voir comme une prodige des échecs, une tueuse de géants. Elle se voyait comme une fillette qui aimait lire, qui apprenait encore ses divisions,
et à qui son grand-père manquait terriblement. Elle continua à jouer aux échecs, rejoignit le club de son école et participa parfois à des tournois de jeunes. Mais elle ne jouait pas pour les trophées ou les acclamations. Elle jouait pour la joie simple et silencieuse du jeu, pour la belle logique des 64 cases. C'était son lien avec son grand-père, une conversation intime qui continuait bien après son départ. 1 an plus tard, une douce brise d'automne agitait les feuilles du chêne devant leurs fenêtres projetant une lumière tachetée sur un échiquier familier. Abby, maintenant, âgée de 11 ans, était assise en tailleur, sur le tapis du salon, le menton posé sur sa main, en contemplant l'échiquier. Ses cheveux blonds étaient un peu plus longs. Elle avait un peu grandi, mais ses yeux portaient toujours la même concentration profonde et réfléchie. En face d'elle se trouvait Suzanne, un sourire tendre aux lèvres. Au cours de l'année, Suzanne avait insisté pour qu'Abby lui apprenne à jouer correctement. « Si tu deviens une joueuse d'échecs mondialement célèbre, avait-elle plaisanté, ta mère doit au moins savoir distinguer une tour d'un fou. » Ces leçons étaient devenues leur rituel préféré, un espace tranquille de complicité en fin de journée. « Fais attention, maman, » dit Abby, une lueur espiègle dans les yeux. « Tu as laissé ta dame exposée. » Suzanne regarda l'échiquier et poussa un soupir dramatique. « Tu vois, voilà le problème d'avoir une fille géniale. Je ne peux jamais gagner. » Elles éclatèrent de rire, un son chaud et léger qui emplit la pièce confortable. Leur vie était désormais simple et profondément heureuse. Le vacarme de leur aventure parisienne s'était éteint, remplacé par le rythme doux de l'école du travail et des soirées tranquilles ensemble. Abby s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisant des amis qui la connaissaient comme Abby, la passionnée de sciences et non comme la prodige des échecs. Suzanne avait trouvé une communauté d'amis à l'université, des gens qui l'appréciaient pour sa gentillesse et son intelligence, pas pour un titre accroché à une blouse. Parfois, un rappel de leur passé ressurgissait. Un article de magazine retraçait leur histoire, ou un inconnu les reconnaissait dans la rue. Mais elles avaient appris à traverser ces moments avec grâce. Le monde les voyait comme les héroïnes d'un drame spectaculaire. Elles savaient, telle que la vraie victoire, était plus discrète, plus intime, cet après-midi paisible, ce rire partagé, ce lien simple et indestructible entre une mère et sa fille. Ce soir-là, alors que Suzanne bordait Abby, la fillette leva les yeux de son livre. « Maman, demanda-t-elle, tu crois que Delacroix joue encore aux échecs ?» Suzanne s'arrêta, réfléchissant un instant. Elle pensa au vaste hôtel particulier vide à cet homme qui avait tout et pourtant rien. « Je ne sais pas, ma chérie, » dit-elle doucement, « mais je pense que pour certaines personnes, le jeu n'est amusant que lorsqu'elles sont sûres de gagner. Elles ne comprennent pas que les meilleures leçons viennent des parties perdues. » Abby hocha la tête, l'air songeuse. Elle avait parfaitement compris. Elle ferma les yeux, et Suzanne l'observa un instant, le cœur gonflé d'un amour si profond qu'il en était douloureux. Delacroix avait voulu faire de sa fille un divertissement, mais il avait échoué à voir ce que le général Mur de Fer-Miller avait toujours su, et que le monde savait désormais. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir qu'on exerce sur les autres. Elle réside dans le courage silencieux qu'on trouve en soi, dans la dignité qu'on refuse d'abandonner dans l'amour, qu'on lutte pour protéger. Et c'est cette différence qui détermine non seulement qui gagne aux échecs, mais qui gagne dans la vie. Et c'est ici que nous conclurons l'histoire pour aujourd'hui. Chaque fois que j'en partage une, j'espère qu'elle vous offre un moment pour sortir du quotidien et vous laisser porter. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant peut-être vous détendre après le travail,
lors d'un trajet nocturne, ou simplement en vous préparant à dormir. Laissez-moi un mot dans les commentaires, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous retrouvions, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous.